La séance est reprise. Monsieur le secrétaire perpétuel, quelques informations, en sachant quand même que je porte pour la première fois la cravate de l'Académie, avec les armes de l'Académie. Ah oui, oui, oui. Ça, c'était l'original. Ça, c'est la nouvelle formule. Elle sera à votre disposition puisque maintenant, l'Académie nationale de chirurgie se lance dans le e-commerce et donc on va être vendeur de cravates. Monsieur le secrétaire perpétuel. Donc, c'était la première information. Importante. Et donc, elles ne sont pas encore arrivées. Hein. Tu es le seul à l'avoir pour l'instant. Bon, elles arrivent. Prototype. OK. Alors, elle est arrivée en bureau ce matin. Voilà. Donc, ce matin, nous avons tenu une réunion de travail sur le retour à l'amphithéâtre Saint-Côme. Alors, on vous parle de cette histoire d'amphithéâtre Saint-Côme depuis des années. Nous rentrons dans une phase active. Nous sommes censés réintégrer Saint-Côme à la fin du chantier, fin 2026. Donc, les choses se précisent. Et donc, nous nous sommes arrêtés sur un budget global de 4 millions d'euros. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous serez sollicités parce que ce sont les académiciens qui ont construit cet amphithéâtre à la fin du XVIIe siècle. Et c'est tout naturellement notre génération d'académiciens qui va réintégrer Saint-Côme et qui mettra un peu de sous à la poche. On vous précisera tout ça. De toute façon, ça va être validé en conseil d'administration. Cette proposition sera validée en conseil d'administration, puis en assemblée générale. Troisième information, François Richard fera la semaine prochaine, en début de séance, l'éloge de Christian Châtelain, past président de l'Académie de chirurgie, puis past président de l'Académie de médecine. Aujourd'hui, donc, c'est l'éloge de Philippe Brey que je vais donc penser. Donc, Philippe Brey nous a quittés le 11 novembre dernier. Il avait 77 ans. C'est un personnage emblématique de notre communauté chirurgicale qui disparaît. Bon, ça marche, le truc, là? Né de parents non médecins, il fait ses études à Alger, où son père était en poste, puis au lycée Buffon à Paris. Les trois frères seront médecins. Jean-Luc sera radiologue, Bernard cardiologue et Philippe chirurgien. Il fait ses études à Saint-Antoine, où il rencontre Jérôme Valteau de Mouliac, avec qui il gardera une amitié indéfectible. Interne de la Seine, puis interne des hôpitaux de Paris en 1972, Philippe choisit la chirurgie et Jérôme la pédiatrie. Il y découvre alors un monde nouveau et s'y investit sous toutes ses formes. Les stages hospitaliers, mais aussi l'esprit confraternel de l'internat, resteront pour lui d'excellents souvenirs. J'ai appris à cette occasion qu'il existe des 33 tours en vinyle, des soirées de l'internat, et Philippe m'en avait fait entendre et il les avait chez lui. Peu après son service militaire dans la marine, puis au Val-de-Grâce, il est interne de l'Horta Jacob. Il y découvre un environnement très riche en hépatologie, en anatomopathologie, radiologie, pancréatologie. Il y trouve surtout une des plus belles écoles françaises de chirurgie. On rappelle que c'est Jean-Louis L'Horta Jacob qui introduisait avec Paul Santi l'œsophagectomie en France en 1949 et que c'est à cette tribune qu'il présenta la première hépatectomie droite réglée en France, au monde en 1952. Plus tard, François Féqueté introduira la diversion duodénale totale. Philippe Brey restera 11 ans dans cette école. Après Jean-Louis L'Horta Jacob, il est interne de Jean-Noël Maillard à Louis-Maurier, puis Jean Baumann à Beaujon, et il restera pendant 5 ans l'assistant de François Féqueté. Inscrit sur la liste d'aptitude pour la chefferie de service en Île-de-France, il opte pour le privé, mais restera encore 3 ans de plus assistant temps partiel. Le service, leader à l'époque en chirurgie œsophagienne, introduit les sutures mécaniques pour cette chirurgie, ainsi que le traitement conservateur des traumatismes spléniques.
Membre du comité scientifique de l'encyclopédie médico-chirurgicale de 1980 à 2012, il publiera ainsi une vingtaine d'articles sur les différentes techniques pour traiter les pathologies de l'œsophage, qu'il s'agisse de cancer, de mégaœsophage ou de diverticules. Philippe Brey était d'abord un chirurgien qui avait de l'avance. Ce qui m'a frappé lorsque je l'ai rencontré la première fois au stade de Beaujon, c'était ses grandes connaissances médicales, et pas seulement techniques, dans son domaine de compétences. Ainsi, ses analyses des turpitudes du bilan hépatique avant ou après une cholécystectomie étaient un vrai bonheur de compagnonnage. Un bon exemple en était sa connaissance du LPAC syndrome. Comme tout le monde le sait, le Low Phospholipid Associated Cholestasis Syndrome a été décrit par quelques hépatologues français il y a une vingtaine d'années. Tout le monde sait que la mutation génétique ABCB4 abaisse les sécrétions de phospholipides et le cholestérol moins soluble provoque des dépôts intrahépatiques, source de colique hépatique ou pancréatite aiguë biliaire. À l'heure où on réalise 120 000 cholécystectomies par an en France, combien de radiologues ou de chirurgiens connaissent cette pathologie dont le traitement est médical? De même, les effets médicamenteux sur les enzymes hépatiques n'avaient pas de secret pour lui. Il cultivait constamment ses connaissances au travers de ses expertises en tant que titulaire du diplôme de réparation juridique de dommages corporels obtenu en 1974, alors qu'il n'était encore qu'interne, puis en tant qu'expert auprès de la Cour d'appel de Paris depuis 2004. Le métier de chirurgien est parfois brocardé par les médecins pour sa simplicité. On reçoit un patient en consultation, on confirme une indication opératoire, on explique l'opération et on fixe la date. Ce que De Gaulle a bien résumé en écrivant « Vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples ». Ce n'était pas le cas de Philippe Brey. Que ce soit sur l'indication ou sur le plan opératoire, c'était un préparateur intransigeant. Bien avant l'heure où on apprend aux internes à préparer l'opération avec des logiciels 3D, où de plus en plus de décisions se prennent en réunion, il faisait son staff, des schémas, contactait directement un collègue de confiance qu'il savait spécialiste de la question, vérifier la littérature, sans oublier bien sûr les analyses répétées des scanners avec son frère Jean-Luc, que ce soit pour un diagnostic incertain ou la stratégie à adopter pour des pancréatectomies complexes. Intransigeant, car penché sur l'ouvrage en salle 5 à la clinique Turin, le temps n'était pas compté. S'il fallait, il refaisait. Il faisait partie des chirurgiens qui imposaient naturellement le respect en salle d'opération, ce qui n'apparaît plus évident maintenant. Lorsque nous fîmes ensemble très simplement une œsophagectomie sans thoracotomie, j'ai pu le voir dérouler un algorithme clair pour retrouver la compresse perdue, retrouvée une heure plus tard chez les anesthésistes. Lorsqu'en 1992, la cystoscopie arrive, il fit très rapidement et en toute discrétion des appendicectomies par un seul trocar ombilical. Technique très originale à l'époque. Au titre de son expertise cystoscopique, il fut 11 ans attaché à la Pitié-Salpêtrière chez Laurent Hanoul. Plus tard, l'expert mit en garde à cette tribune, à juste titre, sur la persistance de complications mortelles après les opérations cystoscopiques considérées comme a priori bénignes. Ce sont toutes ces différences qui lui permirent de constituer ainsi une des plus belles patientèles de la région parisienne. Ses connaissances médicales, sa rigueur de raisonnement, son entre-gens lui firent avoir de nombreux correspondants de qualité, publics ou privés. Philippe Brey était un chirurgien en avance, mais surtout un chirurgien libéral. Il s'installa en 1983 à la maison de chirurgie de Turin, où il exercera 37 ans. Avec d'autres, il fit de cette maison un des 2 centres privés de référence à Paris en chirurgie digestive. Notre système de santé a cette particularité de comporter depuis quelques années 2 secteurs d'activité, le public et le privé. Source d'émulation, certains diront de compétition, pour une meilleure prise en charge des patients. Or, défendre le secteur privé en France n'est pas donné à tout le monde. Il faut allier la passion du métier, l'engagement, le respect professionnel de la part des chirurgiens publics, la ténacité, la déontologie, la rigueur. Toutes ces valeurs qui l'ont conduit à s'engager dans les instances professionnelles pour y défendre la chirurgie libérale. Membre de l'Association française de chirurgie, de la Société française de chirurgie digestive, de la Société nationale française de gastroentérologie, de la Société française de cancérologie privée, de la Fédération française de cancérologie digestive,
Il siégea au conseil d'administration de la Société française de chirurgie endoscopique, de la Fédération de chirurgie viscérale et digestive de 2006 à 2018, de l'UCDF à partir de 2000, au Conseil national de la chirurgie en 2007, expert de la Haute Autorité de santé pour l'accréditation et la gestion des risques à partir de 2007, vice-président du Conseil national professionnel de chirurgie viscérale et digestive de 2014 à 2018. Enfin, il fut président du syndicat national des chirurgiens viscéraux et digestifs de 2004 à 2020. Il était conseiller ordinal de Paris depuis 2006 et siégea à la Commission nationale d'appel pour la qualification en chirurgie viscérale de 2005 à 2012. Membre d'honneur de l'Association française de chirurgie en 2011, il est élu à l'Académie nationale de chirurgie membre associé en 2012, puis titulaire en 2013. Il y avait auparavant obtenu un prix en 2008. Il y fera 9 communications, tant sur les aspects juridiques de la profession que sur l'exercice chirurgical en privé. Il fit un don consistant pour le retour à Saint-Côme. Il sera fait chevalier de l'ordre national du mérite. Du point de vue libéral, il tenta au début de la cystoscopie de créer une association de chirurgiens parisiens, mais ce fut sans lendemain. Mais la création du premier et encore seul cabinet de chirurgiens viscéraux, libéraux et associés à Paris en 2010 sera pour lui un accomplissement. Ce n'est pas par lassitude qu'il s'arrêta en 2020, mais les contraintes administratives au décours du premier confinement Covid ont eu raison de sa passion. Père de 2 enfants et grand-père de 4 petits-enfants, c'était un homme accompli. Ses multiples engagements professionnels ne lui faisaient pas délaisser ses autres parcours. Le golf, la voile, le Pays basque et sa 2e académie, l'Académie des gastronomes, présidée par son ami gastro-entérologue Jean Victot. Dynamique, travailleur, rigoureux, voire intransigeant, mais aussi convivial et épicurien, son compagnonnage a enrichi notre réflexion, son professionnalisme a enrichi notre profession. À sa famille et à ses proches, en mon nom personnel et au nom de notre académie, j'exprime notre fidélité à son souvenir et notre respect. Très beau parcours professionnel et familial que l'on doit méditer et prendre en exemple. Alors, Albert Claude, tu voulais dire un petit mot, mais un petit mot, avant de donner la parole. Un tout petit mot. Alexandre. Un tout petit Monsieur mot. le Vice-président. Chers amis, chères familles, Philippe était un compagnon. Pour moi, ça a été un compagnon de longue date, depuis l'internat, depuis l'hôpital Bichat, où nous avons ensemble mené la salle de garde. C'était un type extraordinaire, avec des idées qui fusaient tout le temps. On avait un collègue qui finissait sa 4e année d'internat, il s'appelait Cour. Et donc, on avait décidé de donner la chasse à courre dans l'hôpital Bichat, avec les petits ânes du parc Monceau à côté. Et on était tous passés dans des ascenseurs avec des ânes pour essayer d'attraper le collègue qui était déguisé, etc., qu'on ne pouvait pas deviner, etc. Et ça a été extraordinaire. J'ai encore des photos et effectivement, j'ai sur une clé USB ce souvenir de ce passage incroyable. Mais en même temps, j'ai un autre souvenir personnel. Philippe a opéré ma mère, qui était une personne assez âgée, d'une cholécystite gangréneuse. Et ce qui m'a marqué à cette époque, c'est sa courtoisie. Il voyait ma mère, il lui faisait un baise-main. Et évidemment, elle était extrêmement sensible. Elle était guérie par son simple passage et il l'a sauvée de cette fameuse cholécystite gangréneuse. Voilà, quelques souvenirs. Par ailleurs, c'était un compagnon sur le plan de l'Académie. Nous sommes une compagnie, l'Académie nationale de chirurgie, et nous sommes tous des compagnons. Et pendant toutes les séances de l'Académie, il était souvent là, apportant sa pierre, sa contribution, sa réflexion critique sur l'envahissement administratif dont nous sommes tous victimes. Et il apportait véritablement une lecture critique, ce que nous aimons tous ici à l'Académie, de ce qui se passe, de ce qui va arriver. Et un dernier souvenir, c'est sa pathologie, ses derniers moments à l'hôpital. Et Alexandre, que je ne connaissais pas, on a pu échanger par SMS
pour savoir si on pouvait éventuellement à l'Académie le recevoir. On voulait, avec Philippe Marre, on voulait l'inviter à déjeuner. Et malheureusement, ça n'a pas été possible. Simplement, c'est pour vous dire à quel point nous étions attachés affectivement à notre cher Philippe. Et bon, une minute pour se lever tous ensemble, peut-être, pour lui rendre cet hommage qu'il mérite. Merci. Monsieur le Président, tu reprends le relais. La famille. Alors, on va vous laisser dire un petit mot si vous le souhaitez. Oui, alors là, je sais que c'est complètement hors protocole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Moi aussi, j'ai fait la connaissance du docteur Cour, mais c'était dans une expertise médicale. Et donc, il m'a raconté la chasse à cour. D'ailleurs, c'était la photo que vous aviez à l'écran tout à l'heure. Je vous l'avais dit, Hubert, je me suis permis de retrouver quelques reliques dans son musée personnel. Effectivement, un précis de technique opératoire de 1930 par le frère de Marcel Proust que je soumettrai à votre bibliothécaire si vous pensez que ça peut rejoindre le fond de votre vénérable institution à laquelle il était éminemment attaché. Et un optique qui a toujours trôné sur son bureau, dont je n'ai jamais véritablement compris l'utilité. Là aussi, si votre ingénieur biomède et pas votre bibliothécaire lui trouve une valeur historique, je vous le lèguerai bien volontiers. Sinon, je le lèguerai à Perrine et Arnaud, bien sûr. Et si vous préférez le vinyle de la nuit de l'Internat 76, eh bien, je le tiens à votre disposition, bien évidemment. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup.